Ok, donc ce soir on va parler des mensonges médias et politiques. Et pourquoi les deux ensemble ça fait pas bon ménage. Donc comme vous l'avez vu, je vais commencer avec une vidéo de notre cher président. On va parler un peu des responsabilités de chacun, c'est-à-dire des hommes politiques et aussi des journalistes, des responsabilités qu'ils ont de diffuser certaines informations, certaines images, du statut de certains, du statut des parlementaires, du président, des ministres, quelques articles du code pénal, des affaires politiques, des affaires de mœurs politiques, de comment devrait réagir un bon journaliste quand un scoop apparaît en direct et qu'on passe complètement à côté, donc voilà. Quelques mensonges plus ou moins proférés dernièrement sur la loi, l'article 4 là, qui est passé à l'Assemblée nationale, et de l'appartenance des médias, et puis on finira avec un petit freestyle. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo de notre cher président qui nous parle des écrans. Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire. Une histoire, des devoirs, des droits, une langue, un imaginaire. Le sens profond du respect et de l'engagement. Et cela dès l'enfance. En renforçant le soutien et l'exigence vis-à-vis des parents, en reprenant aussi le contrôle de nos écrans, qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer. Sur la base de recommandations que font des experts que j'ai réunis la semaine dernière, nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants, dans les familles, à la maison comme en classe. Parce qu'il en va de l'avenir de notre société et de nos démocraties. Ce que j'ai voulu avec cette commission, qui est installée et qui rendra ses travaux fin mars, c'est d'abord établir un consensus scientifique. C'est-à-dire qu'on éclaire le débat public. Qu'est-ce que la science nous dit sur les impacts sur nos enfants et nos adolescents des écrans? Deux, que de manière scientifique, les meilleurs experts nous disent, est-ce qu'il y a des règles de base? Est-ce qu'il y a, peut-être vont-ils nous dire, avant tel âge? Donc moi je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, je vous le dis en toute humilité. Il faut accompagner les familles. On a tous dit c'est bien de développer les écrans dès le primaire pour accéder au savoir, mais on n'a pas mis de limite. Parce que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit, sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire, bonjour la génération des complotistes. Et donc il y aura peut-être des interdictions, il y aura peut-être des restrictions. Ok, donc comme vous avez pu le voir, il nous parle dans cette vidéo de la régulation des écrans. Alors c'est très bien, mais comme dirait l'autre, il faut voir la poutre dans son œil avant de parler de la paille qu'il y a dans l'œil du voisin. Il parle de désinformation, etc. Et que les jeunes devraient faire attention à ce qu'ils regardent sur les réseaux, etc. Donc moi j'aurais plutôt envie de dire la désinformation viendrait plutôt des médias mainstream et pas forcément des réseaux sociaux. Donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc on va enchaîner, on va voir tout de suite la deuxième vidéo. Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux, et je rebondis sur ce que vous dites à l'instant, qui vous disent oui mais enfin le vaccin ça ne protège pas à 100% et ça n'empêche pas complètement que le virus 95% de protection des formes graves, 95%. Vous réduisez par 12 le risque de contamination des autres. Vous réduisez par 20 le risque de faire une forme grave. Par 20, on n'a jamais eu de vaccin aussi efficace que celui-ci. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La protection collective, c'est ça. Imaginez que dans vos studios, il y ait 30 ou 40 personnes, que l'une d'entre vous soit positive au Covid, parfois sans le savoir. Si vous avez tout le monde qui est vacciné, le virus, il ne trouve personne à contaminer, et l'épidémie s'arrête à vous. S'il y a une ou deux personnes qui ne sont pas contaminées dans les 30, ça suffit pour que le virus puisse passer chez ces personnes-là, qui ensuite vont rentrer chez elles et contaminer d'autres personnes. L'immunité collective, la protection collective, ça veut dire que le virus ne trouve plus personne à contaminer sur sa route et s'éteint. Donc ça vous rappelle des souvenirs, j'espère. De bons souvenirs ou de mauvais souvenirs. Peu importe. Donc notre cher Olivier Véran nous parle du vaccin, de la protection du vaccin qui protège à 95% des formes graves. Mais alors comment un vaccin qui protège à 95% des formes graves et qui ne protège pas de la transmission, pourrait empêcher les gens dont il parle à Pauline de Malherbe dans son studio d'attraper la maladie, si ça ne protège pas contre la transmission. Donc le virus ne s'arrête pas à eux, puisqu'ils ne sont pas protégés. Bref, on va pas trop parler de ça, parce que sinon on va se faire shooter sur YouTube. On continue. Donc on va voir un mensonge de notre cher président sur les vaccins obligatoires. Les premiers vaccins, sous réserve des résultats des essais cliniques, pourront être administrés dès la validation des autorités sanitaires compétentes. Un comité scientifique sera chargé du suivi de la vaccination. Un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour associer plus largement la population. Et je tiens à ce que celle-ci se fasse dans un cadre totalement transparent.
La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Nous commencerons vraisemblablement, dès fin décembre, début janvier, sous réserve des validations par les autorités sanitaires, par vacciner les personnes les plus fragiles et donc les plus âgées. Des étapes successives seront présentées afin progressivement de permettre la vaccination du plus grand nombre. Donc vous voyez, au début, première vidéo, il dit qu'il ne rendra pas les vaccins obligatoires. Et ensuite, on va voir une autre vidéo dans laquelle il nous dit qu'il va rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. J'ai conscience de ce que je vous demande. Et je sais que vous êtes prêts à cet engagement. Cela participe en quelque sorte de votre sens du devoir. Pour tous nos compatriotes concernés, ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Il faut commencer dès maintenant. À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. Il y a ensuite tous les autres Françaises et Français, les millions d'entre vous qui n'ont pour le moment reçu aucune injection. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Mais je fais le choix de la confiance. Et j'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui au plus vite. 9 millions de doses vous attendent dès aujourd'hui, qui n'ont pas encore été injectées. Et nos commandes continuent d'arriver. Que ce soit donc près de chez vous, sur votre lieu de vacances, avec ou sans rendez-vous, faites-vous vacciner. C'est la seule façon de vous protéger et de protéger les autres. C'est une question de responsabilité individuelle, de sens de l'esprit collectif. C'est aussi ce dont dépend notre liberté, à toutes et tous. Voilà. Donc là, dans cette vidéo, il nous parle qu'il va rendre les vaccins obligatoires, d'aller nous faire vacciner. On l'a vu sur les informations qui étaient à côté de la vidéo, ça nous parlait de bouclier collectif. Alors comment se faire vacciner peut être un bouclier collectif si le vaccin ne protège pas de la transmission? Donc encore et toujours des mensonges. Pourquoi je dis que c'était des mensonges? Parce que, je ne sais pas si vous aviez vu passer cette information à l'époque, il y avait une note qui était arrivée sur le bureau des sénateurs à l'époque, et dès le départ, ils savaient que le virus ne protégeait pas de la transmission, qu'ils n'avaient pas fait de test sur le vaccin qui protégeait de la transmission. Donc ils étaient au courant dès le départ, mais ils avaient préféré demander aux Français de se faire vacciner malgré tout pour se protéger et empêcher la propagation du virus. Et maintenant, on va voir une dernière vidéo. Le docteur Delfraissy, l'ex-président de la gestion du Covid. Donc on va écouter ce qu'il nous dit. Nous nous sommes trompés initialement sur les vaccins en disant qu'ils protégeaient contre la transmission. Ils protègent mal contre la transmission. Ils ont une durée de vie relativement limitée, d'où la répétition des vaccinations. Inversement, on ne s'est pas trompé peut-être sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils protègent. Ce monsieur nous dit que sur les vaccins, ils se sont trompés. Que les vaccins ne protègent pas contre la transmission. D'ailleurs, il ne dit pas que le vaccin ne protège pas, il dit que le vaccin protège mal. Alors, je sais pas, mais moi, avec une raquette trouvée, je dis pas que je joue au tennis, quoi. Donc, si une raquette elle a un trou dedans, ça veut dire que les balles passent à travers. Donc, pour un vaccin, c'est pareil. Il ne protège pas de la transmission si vous pouvez attraper le Covid avec. Bref. Donc, tout ça pour dire que tout ça, ce sont des mensonges émis par des hommes politiques, on l'a vu même, des médecins, parce que je vous rappelle que Olivier Véran est médecin, à la base. Le professeur Delfraissy, pareil. Donc, soit ils savaient, et ils ont menti, soit ils ne savaient pas. Et quand on ne sait pas, normalement on agit avec le principe de précaution. C'est-à-dire, quand on ne sait pas, il vaut mieux prévenir que guérir, donc ne pas inoculer quelque chose dont on ne sait pas si ça marche aux gens. Imposer aux gens de se faire vacciner avec un vaccin dont on ne sait pas toute la portée de protection. Donc maintenant, on va voir un petit peu pourquoi tous ces gens se permettent
de sortir autant d'âneries, autant de mensonges à la télé, alors que normalement, ils ne devraient pas, ils sont élus pour aider, pour faire avancer le pays dans le bon sens, et pas piéger ou faire prendre des risques aux citoyens et aux concitoyens avec des choses expérimentales. Donc, je vais vous mettre à l'écran pourquoi ces gens-là n'ont peur de rien. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, ceci c'est l'article 67 de la Constitution. Et là, je vous mets celui-là parce que ça parle du président. On a vu la première vidéo, c'était la vidéo du président de la République. Donc l'article 67 de la Constitution nous dit que le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité. Donc en qualité de président de la République, il n'est pas responsable de ces actes, sous réserve de disposition des articles 53.2 et 68. On va voir l'article 68 juste après. Donc, vous voyez ce que j'ai surligné en jaune. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis blablabla, d'instruction ou de poursuite. Donc il ne peut pas, pendant son mandat, subir une instruction judiciaire ou de poursuite judiciaire. Donc les instances et procédures peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'1 mois suivant la cessation de ses fonctions. Donc 1 mois après qu'il soit plus président, là on peut commencer à l'attaquer en justice. Mais tant qu'il est président, pendant toute la durée de son mandat, on ne peut pas. Donc, normalement tout le monde connaît cet article. Donc maintenant je vais vous lire l'article 68. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui se rassemblent et qui forment la haute cour. Enfin, c'est le Parlement, et quand ils se rassemblent pour juger quelqu'un, c'est la haute cour. On appelle ça la haute cour. Et en fait, voilà, c'est tout ce que ça nous dit. Le président, il est destituable en cas de manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Et ça dit rien de plus. Donc, c'est très flou. Et c'est la raison pour laquelle destituer le président de la République, c'est très compliqué. Parce qu'il faut juridiquement trouver quelque chose qui rentre dans ce cadre. Et comme c'est flou, eh ben, le Conseil constitutionnel, eh ben, il peut tout shooter. Bon, je dis peut-être des conneries, ou je vais peut-être un peu trop loin hein, dans ma façon, je veux dire, c'est peut-être un peu trop simpliste ma façon de voir les choses, mais en gros, voilà. Pourquoi les gens ne lancent pas de procédure de destitution, les députés, etc., ne la lancent pas, parce qu'ils savent très bien que ça ne va pas aboutir. Voilà. Donc ensuite, on va voir la responsabilité des membres du gouvernement, c'est-à-dire les ministres, etc. Hop, je vous l'affiche à l'écran. Voilà. Donc là, c'est le titre 10 de la Constitution, de la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Article 68, alinéa 1. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés, crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Je vous les mets en rouge. Ils sont jugés par qui? Par la Haute Cour de justice de la République. Article 68, alinéa 2. La Cour de justice de la République, alors, elle est constituée de 15 juges. Mais écoutez bien qui sont ces juges. Dans ces juges, il y a 12 parlementaires élus, donc à part égale entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a 6 députés et 6 sénateurs. Et eux, ils sont des juges. Hein. Ils sont là pour juger un homme politique, en fait. Et aussi, c'est compris avec 3 magistrats du siège de la Cour de cassation. Et un de ces juges, en fait, il préside la Cour de justice de la République. Ensuite, je vous les mets en rouge. Ça nous dit, écoutez bien, c'est un peu comique, mais écoutez bien. Enfin, ça part d'une bonne intention, mais on verra la suite, ça tombe toujours en eau de boudin dans ces textes-là. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes. C'est là que le bât blesse. Écoutez bien, c'est cette commission qui ordonne le classement de la procédure, soit la transmission au procureur général qui préside la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République. Donc vous voyez, avant il y a un filtre, donc ça nous dit que toute personne qui se sent lésée peut porter plainte en gros, mais il porte plainte auprès de qui? La commission des requêtes. Et c'est la commission des requêtes, et c'est eux qui vont dire oui, ce qu'il a fait ça semble grave, du coup on va pousser ça au procureur général, ou pas. Donc déjà il y a un filtre. Donc si ces gens disent non, et ben, votre plainte, elle n'aboutira pas. Il faudra attendre après anticorps pour faire quelque chose. Voilà.
Ensuite, on a vu le statut des membres du gouvernement. On va voir maintenant le statut des parlementaires. Quel est le statut pénal d'un parlementaire? Le statut pénal des députés et sénateurs se caractérise par l'existence de 2 immunités consacrées par l'article 26 de la Constitution. Ces 2 immunités sont l'irresponsabilité et l'inviolabilité. Je ne vais pas tout vous lire. On va passer une autre diapo qui montre justement ces articles. Voilà. Donc là, on voit l'article 26 qui parle de ces 2 immunités. Donc l'article 26, aucun membre du gouvernement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Donc voilà. Par contre, ça vous dit que cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. Donc, en gros, à l'Assemblée nationale, c'est pour ça que les mecs se permettent un peu de dire tout et n'importe quoi. Ils sont juste soumis à une réprimande du président de l'Assemblée nationale. Donc, en l'occurrence, là, c'est Yael Braun-Pivet. Donc voilà, donc tout ce qui risque, c'est une faute dans le règlement. Donc il a dit des gros mots, il a fait des bras d'honneur du genre Dupond-Moretti, bref, des trucs à la con, donc ils peuvent avoir des amendes, etc. Mais ça va pas bien loin. Donc vous comprenez pourquoi, en gros, ils s'en tapent un peu, ils savent qu'ils sont un peu limite, qu'ils ont certaines immunités. Alors, je vous ai mis un petit article du code pénal, ça parle des crimes et des délits contre la nation, l'État et la paix publique. Alors ça nous dit, c'est l'article 434 alinéa 13. Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Toutefois, il y a toujours un toutefois de toute façon, que ce soit dans la Constitution, les articles pénals, etc. Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement. En gros, si le gars il ment, et tant que la procédure n'est pas finie, le jugement n'a pas été rendu, si le gars se rétracte juste avant, ça passe. Ça passe, comme dirait Édouard Philippe. Voilà. Et vous allez voir aussi quelque chose de très surprenant. Pourquoi ces gens se permettent un peu de mentir ou de vous dire, pour se faire élire, ils vont vous dire, ils vont vous vendre tout et n'importe quoi. Ils vont tout révolutionner, etc. Par contre, une fois élus, hop, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils vous disent tout ça à cause de cet article. Bon, l'article 27, bon, là c'est pour les députés. Si ma mémoire est bonne, parce que l'article 26 c'était pour les membres du Parlement, donc voilà, on peut le voir, c'est pour les membres du Parlement, donc ça on parle pour les députés et les sénateurs. L'article 27 nous dit que tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que quelqu'un qui signerait un truc devant un notaire, un papier formel en fait, de l'État, qui dit que bah, moi je me fais élire, les gens m'ont élu pour faire X et X choses, et ben, je remplis un papier, je signe, et quand je suis élu, je fais exactement ce pourquoi j'ai été élu. Et ben, tout mandat qui est fait dans ce sens est nul. On n'a pas le droit de faire ça en France. Et c'est bien écrit juste en dessous. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Donc, quand quelque chose arrive, une loi, si un député s'est fait élire, il a dit ouais, ben moi si telle loi elle passe, je voterai non, je veux pas qu'elle passe. Le jour où ça arrive, s'il vote oui, eh ben, il peut, grâce à ça, parce que il ne faut pas qu'il y ait de mandat impératif. En France, tout mandat impératif est nul. Voilà. Donc voilà pourquoi ils peuvent se permettre de mentir, et c'est pour ça que Chirac l'a bien dit à une certaine époque, il a dit que les promesses politiques, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc vous élisez des gens, et ils font ce qu'ils veulent par derrière. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez pourquoi les choses vont mal et que on n'est pas en démocratie en France. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo.